Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Je C'était Podcast. Merci beaucoup de nous rejoindre une nouvelle fois pour l'un des derniers tours d'horizon quotidiens de cet Open d'Australie. Hier, les femmes étaient à l'honneur. Aujourd'hui, les projecteurs étaient braqués sur les demi-finales messieurs. Et pour en parler, j'ai l'immense plaisir de retrouver mon plus fidèle compagnon de podcast, Philippe Dehaze. Merci beaucoup, Phil. Bonjour Christelle, je suis content d'être là, comme à chaque fois, évidemment. Revenons d'abord sur ce qu'il s'est passé aujourd'hui. Cette première demi-finale entre Novak Djokovic et Alexander Zverev a tourné court parce qu'il n'y a pas eu de miracle pour le Serbe qui s'était blessé à l'adducteur gauche lors de son quart de finale face à Carlos Alcaraz. Depuis, des inquiétudes planaient autour de son état de santé. Il a essayé pendant un set, mais il n'y avait plus d'essence dans le moteur. Il était cuit. Après avoir perdu le premier set 7-6, 7 points à 5 au tie-break, il a dû rendre les armes dans cette 50e demi-finale qu'il disputait en Grand Chelem. C'est la 6e fois que le Serbe déclarait forfait dans un tournoi majeur en 443 matchs. Le Serbe de 37 ans avait commencé la rencontre avec un volumineux bandage à la cuisse gauche et dès son deuxième service, on pouvait déjà remarquer qu'il ne poussait pas sur ses jambes convenablement. Malgré tout, pendant tout le set, Zverev et Djokovic étaient au coude à coude et c'est à la fin de ce set long de 1h21 minutes que Djokovic a montré des signes de fatigue. Il ne faisait plus l'effort sur certaines courses. On voyait bien qu'il n'avait pas la réactivité habituelle et sur une dernière volée complètement ratée, il s'est dirigé vers le filet pour serrer la main de son adversaire. Alexander Zverev disputera donc la première finale de sa carrière à l'Open d'Australie. L'année dernière, il avait perdu dans le dernier carré contre le Russe Daniil Medvedev et en 2020, l'Autrichien Dominic Thiem l'avait empêché d'accéder à la finale. Champion olympique à Tokyo en 2021, l'Allemand de 27 ans avait déjà perdu des finales à l'US Open, c'était en 2020, et à Roland-Garros en 2024. De son côté, Novak Djokovic ne disputera pas sa 38e finale dans un tournoi du Grand Chelem et n'empochera pas de 25e titre, synonyme de record absolu. C'est un triste scénario quand même, mais on pouvait s'y attendre au vu de son quart de finale face à Alcaraz. Oui, tu en avais parlé, hein, c'était la grosse inconnue. Est-ce que physiquement, il était capable de tenir? Eh bien voilà, c'était pas du bluff. Et je revoyais encore les images d'Alcaraz, ça tourne un tout petit peu en boucle, hein, où à la fin du troisième ou du quatrième set, je ne sais plus, il mime Djokovic qui est en train de boiter et il comprend pas très bien. Mais c'était pas du bluff. Il avait mal, il s'est blessé et la preuve ici contre Zverev, il n'a pas pu malheureusement pour lui terminer ce match. Oui, et lors de son interview d'après-match, c'est important de souligner que Zverev a tout de suite voulu adresser un message au public de la Rod Laver Arena qui avait sifflé Novak Djokovic. S'il vous plaît, les gars, ne sifflez pas un joueur qui sort du terrain sur blessure. Il a gagné ce tournoi avec une déchirure abdominale. Il a gagné ce tournoi avec une déchirure aux ischios. S'il ne peut plus, c'est qu'il ne peut plus. Soyez respectueux et montrez de l'amour pour Novak. C'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup aidé. Je lui ai parlé pendant des heures l'année passée à Shanghai quand j'avais perdu en quart de finale de l'US Open et que j'étais un peu down moralement. Il a gagné ce tournoi 10 fois et je n'ai que du respect pour lui. C'est une belle intervention de la part d'un grand champion. Oui, une belle intervention, une belle marque de respect aussi. Et je trouve que Zverev aussi, il s'améliore aussi dans sa communication. Je ne sais pas si c'est quelque chose qu'il aurait fait il y a quelques années, mais il est en train de vraiment prendre une nouvelle posture aussi, une nouvelle dimension sur le circuit. Et c'est je trouve, j'ai entendu ce qu'il a dit et je trouvais que la démarche était très très respectueuse de sa part, effectivement. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il était plutôt content de son premier set et qu'il a déclaré avoir joué l'un des meilleurs sets d'ailleurs de sa quinzaine. Et il l'a gagné à l'arrache, 7 points à 5 dans le tie-break, face à un Djokovic sur une jambe. Ça en dit long. Hein. Oui, évidemment, évidemment. Alors, est-ce qu'il était sur une jambe pendant tout le set? C'est difficile à dire parce que quand tu as vu quand même la qualité des échanges, il y avait quand même de l'opposition. Ouais, c'est dommage parce que ça aurait pu être un match fabuleux, certainement. Encore une autre finale, finalement, avant la finale. Et bon, voilà, c'est comme ça. Les 38 ans ont eu raison de Novak Djokovic aujourd'hui. Et tout doucement, il prend la même destinée que Roger Federer et Rafael Nadal, qui eux aussi ont dû quitter les cours blessés. Ça va être intéressant de voir comment il va gérer cette saison 2025. Il va sans doute pas beaucoup jouer, juste
uniquement se focaliser sur les grands chelems? Probablement, oui, oui, il a rien d'autre à faire que d'essayer de mettre le chiffre 25 derrière son record. Donc, il va mettre le focus sur Roland, où Alcaraz sera plus difficile à battre. Et puis après, probablement Wimbledon, là où il a, à mon avis, le plus de chances de gagner. Donc, Oui. il va mettre le focus sur ça, probablement faire une programmation pour arriver le plus fit possible physiquement avant ces échéances-là, et espérer pour lui qu'il puisse atteindre ce chiffre hallucinant de 25 victoires en Grand Chelem. Après, tu es obligé quand même de jouer quelques tournois préparatoires avant un grand chelem, donc tu peux pas te limiter. Tu dois disputer quoi, 10, 11 événements sur l'année? Oui, alors ça dépend. J'ai pas le sentiment qu'il ait besoin de jouer beaucoup, Novak Djokovic, pour arriver en forme. Donc, alors tout le monde est différent par rapport à ça. Certains aiment jouer beaucoup avant les grands chelems, bon, alors, sauf celui de l'Australie, parce qu'il arrive très tôt dans la saison. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais avant Roland, avant l'US, avant Wim, la programmation, enfin quoique avant Wim, c'est compliqué aussi parce que ça s'enchaîne très très vite. La seule option possible dans la programmation, c'est de gérer ce qu'on va faire avant Roland et de gérer ce qu'on va faire avant l'US Open. Là, il y a quand même beaucoup plus de marge de manœuvre dans les semaines de récupération. Ça va être intéressant de voir et oui, voir si son corps va tenir. Espérons que ce ne soit pas une année comme on a vu l'année de Rafael Nadal, parce que c'était quand même pénible de le voir Oui. comme ça souffrir, et puis c'était pas une belle image, quoi, par rapport aux grands champions qu'ils sont, de les voir traîner la patte comme ça. Et Nick Kyrgios, alors il faut pas écouter tout ce que dit Nick Kyrgios, mais lui, il avait eu des mots très durs par rapport à ça. Il trouvait que c'était très pathétique de les voir traîner la patte pour espérer quoi de plus. Je n'utiliserai pas le mot pathétique parce que c'est très irrespectueux, mais ce serait dommage pour son image, son aura, pour le jeu aussi, de vouloir s'accrocher à quelque chose qu'il serait peut-être plus possible d'aller chercher. Et il a dit qu'il ne sait pas si ce serait son dernier Open d'Australie. Il y a des chances, qui sait. Voilà exactement ce qu'il a dit en conférence de presse. Il faudra voir comment se passe ma saison. J'ai envie de continuer. Si je suis en forme et motivée, je ne vois pas pourquoi je ne viendrai pas. Mais il plane évidemment un gros point d'interrogation de savoir s'il sera de retour l'année prochaine sur la Rod Laver Arena. Et Alexander Zverev jouera sa 3e finale en Grand Chelem face à Yannick Sinner, vainqueur en 3-7, 7-6, 6-2, 6-2 de Ben Shelton un petit peu plus tard dans la journée. La 2e demi-finale du jour opposait en effet le numéro 1 mondial, Yannick Sinner, 23 ans et tenant du titre à Melbourne, à Ben Shelton, l'Américain, 22 ans, 20e mondial, 2e fois demi-finaliste en Grand Chelem, première fois en Australie. Au vu de leur tempérament, on pouvait parler un peu de l'eau et du feu de chaque côté du filet. Assez nerveux, Sinner est entré timidement dans cette demi-finale, permettant à Ben Shelton de faire le break d'entrée. Un break dont n'a pas su profiter l'Américain, qui a donné pas mal de points gratuits tout au long des jeux suivants, alors qu'il menait rapidement 2-0 et aurait pu faire la course en tête dans le premier set. À la place, il a laissé Sinner trouver ses marques, recoller au score et peu à peu élever son niveau de jeu, surtout en fin de set, quand il y a eu ce moment clé à 5-5, où Ben Shelton a réalisé le break pour s'offrir 2 balles de 7 à 6-5. Et c'est là que toute la solidité mentale et la lucidité du numéro 1 mondial sont entrées en jeu. Yannick Sinner a trouvé les ressources pour écarter le danger et arracher le tie-break qu'il a survolé 7-2, le 5e tie-break sur 6 qu'il gagnait face à Ben Shelton. Et il n'a pas très bien servi, Yannick Sinner, dans ce premier set, 47% de première balle, mais il a eu un peu plus de constance et d'autorité sur ses jeux de service dans les moments importants, avec 76% de points gagnés derrière cette première balle. De son côté, Ben Shelton a commis beaucoup de fautes directes. Rien que dans le premier set, il en compte 27, beaucoup surtout sur son coup droit. Après 1h11 d'un premier set intense et disputé, eh bien, c'est finalement Yannick Sinner qui avait pris l'avantage. Dès le début du deuxième set, on a senti que ça devenait de plus en plus difficile pour Ben Shelton au vu de la cadence imposée par son adversaire. Sinner a d'ailleurs réussi à breaker 2 fois dans ce deuxième set. Tactiquement, Sinner baladait très efficacement son adversaire et gérait mieux les moments importants. Ça a été rapidement 3-0 puis 4-1. Les longs combats de Ben Shelton face à Musetti, à Monfils et à Sonego dans les précédents tours ont commencé à se faire ressentir dans ce set qu'il a concédé 6-2, l'Américain, avant de faire appel au kiné
en fin de set pour se faire masser la cuisse droite. Et puis, comme dans le premier, Sinner n'a pas très bien entamé son début de troisième set. Il a même failli perdre son service et a sauvé une balle de 2-0 pour Shelton. Mais de nouveau, en grand champion, il a réussi à s'en sortir. À 2-2, il y a eu un jeu assez intense où les deux hommes nous ont offert des points fabuleux et où Sinner a montré quelques signes de crampes. Il a d'ailleurs fait appel au kiné pour se faire masser. Et pour tenter d'enfoncer le clou, Ben Shelton a forcé sur son service. Conséquence, il a perdu sa mise en jeu au pire moment. Sur une double faute, il a même offert le double break à Yannick Sinner. Et puis les 4 derniers jeux, eh bien Sinner les a gagnés avec une grosse autorité. Il ne voulait pas traîner. 7-6, 6-2, 6-2. Score final. Il a eu plusieurs occasions d'inquiéter l'Italien Ben Shelton, mais il n'a pas réussi à être suffisamment consistant. Il n'a pas tenu le rythme et il peut s'en vouloir. 55 fautes directes au total pour l'Américain. Aujourd'hui, le problème de Ben Shelton, c'était principalement la gestion des moments cruciaux du match. Alors il y a ça, bien sûr, et rien d'anormal puisque c'était une magnifique quinzaine pour lui. Il va sortir de cette quinzaine avec beaucoup de confiance et beaucoup d'expérience. Ici, la marche était trop haute pour deux raisons, parce que c'est Sinner, bien évidemment, mais aussi, on en avait un peu parlé, souviens-toi, avant le match, il a un jeu qui est assez décousu. Shelton, il sert très très bien, il frappe très fort, mais le nombre de fautes directes que tu viens de citer, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir chez lui. Il frappe très fort, il est très offensif et c'est pas un jeu qui est suffisamment solide pour inquiéter Sinner, qui l'a complètement découpé. On va pas se mentir, ça a été, à part le premier set qui était un peu accroché, après Sinner a vraiment déroulé. Oui, et il y a une autre stat qui est assez étonnante, c'est que sur l'ensemble du match, Ben Shelton, qui est quand même censé être l'un des meilleurs serveurs du circuit, a servi 7 aces seulement contre 8 pour Sinner. Donc c'est dire la qualité du retour de Sinner, même si le pourcentage de première balle de Shelton n'était que de 62%. Au début, il a bien servi sur le corps de l'Italien, mais après, directement, Sinner a compris et a réussi à trouver la parade. Oui, c'est la force des grands, c'est qu'il faut un peu de temps pour s'adapter. Peut-être prendre un set. Alors ici, ça ne lui a pas coûté le set, mais quand bien même il aurait perdu le premier set 7-6, il aurait trouvé ses marques à partir du deuxième set. Et Sinner est tennistiquement beaucoup plus complet que Shelton. Donc c'est pas du tout une surprise de le voir arriver en finale. Face à un Shelton, un Américain qui doit améliorer toutes ces choses-là, bien sûr, mais comme j'aime le dire, il faut pouvoir jouer les matchs à ce niveau-là, il faut pouvoir les vivre pour pouvoir capitaliser, pour pouvoir grandir, pour pouvoir avoir de la matière pour travailler. Et donc Shelton, il doit améliorer ça dans son jeu, cette solidité quand même. Et aussi, comme tu l'as très bien dit, parce que ça s'est montré aujourd'hui, le fait de servir très très fort, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Il faut mettre du pourcentage et il faut mettre du pourcentage de points gagnés derrière la première balle ou la deuxième balle de service. Et aujourd'hui, là où il aurait dû être extraordinaire pour se donner une petite chance de l'emporter, malheureusement, il n'a pas été à la hauteur. Et il n'a pas suffisamment attaqué non plus, Ben Shelton. Il a fait, tiens-toi bien, 3 services volés sur tout le match. Il est venu 25 fois au filet et avec 70% de réussite. Donc, c'était plutôt bon. Pourquoi il n'a pas été plus conquérant? Parce qu'on sait que du fond du cours, il n'avait pas beaucoup de chance de concurrencer Yannick Sinner, malgré évidemment quelques fulgurances. On l'a vu dans le premier set, il y a eu quelques très beaux échanges, au début du troisième aussi. Mais c'est une piste qui n'exploite pas suffisamment la montée. Non, et tactiquement, moi je pense que si j'avais dû coacher Shelton sur ce match-là, je lui aurais dit de faire service volé sur toutes les premières balles, ou en tous les cas 3 fois par jeu au moins, et dès que possible se ruer vers l'avant, parce que du fond, c'est sûr qu'il n'avait aucune chance, absolument aucune chance. Donc les statistiques le montrent, c'est bien de le souligner aussi, Christelle, c'est que bien sûr c'était le chemin à suivre. Ça a marché quand il l'a fait, et malheureusement il ne l'a pas fait tout le temps. Donc ça, c'est voilà un tout petit peu dommage pour lui, surprenant, mais c'est sûr que il va apprendre de ça et la prochaine fois qu'il le jouera, à mon avis, on devrait le voir monter un tout petit peu plus. C'est un peu la même chose contre Novak Djokovic. Je veux dire, si on joue, si les gars restent derrière, on en parlait par rapport à Zverev, ce sont des types qui sont beaucoup trop forts, beaucoup trop solides, ils bougent trop bien, ils ont une trop bonne lecture du jeu, ils sont tout simplement trop forts pour les attaquer dans ce registre-là du jeu. Mais voilà, le tennis, il a cet avantage-là, c'est qu'il y a plusieurs options possibles tactiquement pour venir au bout d'un adversaire. Et de temps en temps, il faut oser sortir un peu de son divan, de ce qu'on aime faire, de finalement sa zone de confort pour essayer de surprendre l'autre. Difficile à faire contre le numéro 1 mondial, en demi-finale d'un grand chelem, en match en 5-7, super compliqué, je l'entends bien.
Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut pouvoir faire la différence quand même aussi. Et c'est certain que c'est ce que Alexander Zverev va devoir faire contre Sinner en finale. Il ne l'a pas montré dans le premier set. Il a été plutôt attentiste. Il attendait que Djokovic fasse la faute en étant finalement un peu passif. Mais là, contre Sinner, ça ne va pas pardonner. Et donc, il va vraiment devoir, s'il veut aller chercher son premier titre, prendre l'initiative et être beaucoup plus conquérant dans le point. Oui, après, par rapport à Zverev, peut-être qu'il avait l'information d'un Oui, Djokovic blessé et il a les armes pour le faire travailler du fond. Donc, c'était peut-être aussi la stratégie de dire, je vais l'user, le fatiguer, euh, vraiment le garder longtemps, le plus longtemps possible sur le terrain, avoir un premier set bien, bien long. Et c'était peut-être ça, finalement, aussi une part de la stratégie. Et ça, c'est Zverev, c'est qu'il est capable de faire ça. Bien sûr, il est capable d'avancer. C'est pas ce qu'il préfère, mais il est surtout capable de rester dans l'échange, dans le point, et de ramener beaucoup de balles. Donc c'était peut-être ça aussi le plan, tu vois, parce que là, il savait que oui. son adversaire était diminué physiquement. Oui, et puis attention, Sinner n'était pas au top physiquement non plus, hein. À la fin de son match contre Shelton, il a crampé là à un moment donné. On sait qu'il a eu quelques soucis en cours de semaine, notamment contre Holger Rune, il a été malade. Est-ce qu'il a complètement récupéré? Enfin, il faudra voir comment Sinner est physiquement sur ce match-là. Oui, Et avant de clore ce podcast, Phil, rappelons que la finale dames aura lieu samedi matin à 9h30. Elle opposera Arina Sabalenka à Madison Keys. Et Phil, je te pose la question, est-ce que l'américaine peut bousculer la tenante du titre dans oui, cette finale? oui, bien sûr. Parce que Madison Keys est capable de garder son service, parce qu'elle sert très très bien, et notamment une très très bonne deuxième balle. Elle peut gagner parce que du fond, elle est capable de mixer le jeu, de faire bouger Sabalenka et aussi de l'agresser. Elle est capable parce qu'elle a déjà vécu des finales de Grand Chelem à l'US Open, donc c'est pas sa toute première expérience. En termes d'expérience, elle a 29 ans, donc elle est sur le circuit depuis longtemps. Elle a cette sérénité nécessaire et la capacité de gérer les moments importants. Physiquement très athlétique, elle bouge très très bien. Donc voilà 4-5 arguments qui me font penser qu'elle peut gagner le match. Tu parlais de son service face à Swiatek. Elle a une statistique intéressante. 37% de balles n'ont pas été retournées par la Polonaise. Donc, elle a effectivement cette arme qu'elle va pouvoir utiliser contre Sabalenka. Eh bien, écoute, je te retrouve demain, Phil, pour justement parler de cette finale dames. Je te remercie beaucoup d'avoir été là malgré ton agenda chargé. Merci beaucoup à tous les auditeurs d'avoir été présents avec nous. À demain, tout le monde. Ciao. À demain.